Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu tout ce qui est, comme d'habitude, Bitcoin, leading indicator, et on va s'intéresser principalement au momentum et au suivi de tendance. On passe au partage d'écran. Donc du coup, voilà la charte du Bitcoin. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, etc., etc., etc. Ça, c'est fait. Mettre un petit commentaire d'encouragement. Ça prend du temps de faire les vidéos. Donc du coup, n'hésitez pas à vous-même prendre quelques secondes pour le faire. En partant de la charte de Bitcoin ici, on voit que on est peut-être potentiellement en train de dessiner un nouveau bear flag. Alors, comment on dessine un bear flag? On le dessine comme ça. Hop, c'est une tendance haussière, on va dire, relativement, parallèle. Et là, en l'occurrence, ça voudrait dire redescendre encore plus bas, refaire un nouveau mât et aller chercher tout de suite, sans se poser de questions, plus bas. Bon, c'est quelque chose qui est possible. Néanmoins, comme je vous le dis souvent sur la chaîne, donc là, on aurait une target de 19 000 $ sur ce bear flag-là. Comme je vous dis souvent sur la chaîne, il faut toujours avoir un petit peu des deux scénarios dans sa poche, et là en l'occurrence moi ce qui me dérange beaucoup, c'est ce fort déséquilibre ici. Là on a vraiment corrigé fort pendant très longtemps, vous comprenez, 30 mars jusqu'à maintenant, donc ça fait avril-mai, 2 mois de correction, hein. On est quasiment sur la 10e semaine ici de bougie rouge. Je trouverais ça relativement étonnant qu'on ne vienne pas ici faire un rebond technique à minima, soit au 42, soit au 36-37, voilà. Cependant, c'est tout à fait possible. Le chartisme nous dit ici, sois méfiant, fais attention, parce que on est potentiellement ici sur une figure de bear flag que je vais laisser d'ailleurs, parce que je sais pas pourquoi je l'ai effacé. Voilà, on va se la garder comme ça. Hop. Voilà, peut-être un petit peu plus propre, voilà. Donc du coup, ça c'est vraiment important de voir que si on casse ça, on peut aller directement aux 20 000 $. Et alors là, bon, ça va être la fête du short, je pense. En tout cas, voilà, on sera vraiment du coup dans des niveaux de peur qui seront, je pense, même pas vus jusqu'ici. Mais bon, voilà. On passe maintenant aux news. Les news, c'est Microsoft qui dit qu'ils vont voir leurs revenus, leur prévision de revenus à la baisse, tout simplement parce qu'ils sont en train de faire un trimestre un peu pourri, à cause de problèmes de supply chain, à cause de problèmes aussi d'un dollar très fort, etc. Donc, du coup, ça a mis aujourd'hui une petite claque à toute la tech, c'est-à-dire que la tech, la bourse au niveau tech, qui était plutôt en train de repartir, a ouvert, parce que Microsoft est un des GAFAM, hein, et c'est une des 5 plus grosses actions tech, du coup fait partie de beaucoup d'indices, donc du coup la tech ici a pris une petite claque. Ici l'OPEC+, c'est-à-dire en fait les pays d'Arabie Saoudite en l'occurrence, qui est OK pour augmenter sa production de pétrole, et ça vous allez le voir aujourd'hui sur le pétrole. Du coup ça nous a donné un gap baissier. Si je me mets en 1 heure ici, vous allez le voir. C'est-à-dire que la news est sortie hier soir, et là on a eu un fort gap baissier qui ensuite a été comblé dans la journée. Donc le fait que l'OPEP nous dise moi je vais réaugmenter bien sûr ma production, enfin je vais rouvrir les robinets, en gros tout simplement constitue une pression baissière sur les prix du pétrole, et c'est tout à fait normal. Donc le marché le price. Ensuite on était donc sur les news, on va passer sur MarketWatch. MarketWatch, le Nasdaq qui reprend un peu des couleurs. Justement tout à l'heure c'était le Nasdaq qui perd de ses couleurs à cause des earnings de Microsoft qui devraient être moins bons que prévu. Là en l'occurrence MarketWatch a un petit peu remis à jour. En ce qui concerne le calendrier, aujourd'hui on a eu les payrolls et une étude en fait sur l'emploi aux États-Unis qui est pas très bonne, qui suggère, on va dire, que l'ouverture des nouveaux jobs l'addition de nouveaux jobs qui avait été estimé à 299 000 ici en fait est sorti à 128 000.
Donc les propositions d'emploi sont moindres. Ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous, au sens où la Fed risque de dire « Ah mais attendez, le marché de l'emploi va moins bien que ce qu'on pensait », puisque là, on est quasiment au plein emploi aux États-Unis. On aura plus d'infos là-dessus demain, au sens où est-ce que le marché, si le marché est en récession, vous comprenez que la Fed va devoir revoir un petit peu sa copie, pour plusieurs raisons. D'abord, la dette nationale américaine est de 30 trillions. Si jamais on augmente les taux alors qu'on ne peut pas avoir de revenus des taxes, s'il n'y a pas de croissance en face, ça risquerait de mettre le pays en banqueroute. Donc peut-être qu'on va avoir ici des informations qui nous disent que l'inflation est en train de toper. Ça, on le saura au niveau du 10 juin. Le 10 juin, on aura les chiffres de mai. Mais le marché du travail va de moins en moins bien. Donc du coup, peut-être que Jérôme Powell va devoir revoir un petit peu sa copie. Une copie qui était très hawkish, donc très peu accommodante pour l'économie. Et du coup, ça serait plutôt bien pour le marché des actions. Donc par ricochet, le Bitcoin. Ensuite, les news autour de BTC, une loi en Russie qui finalement est très accommodante pour les paiements à l'étranger, etc. par rapport à la banque centrale russe, mais très peu pour les particuliers. Donc ça, est-ce que c'est au quiche ou pas, je sais pas trop. JP Morgan qui nous dit attention, il va y avoir une grosse tempête économique, faites attention à vous, ça va être Armageddon. Bon, alors il faut plus croire Jamie Dimon, qui est le PDG de JP Morgan, qui lui-même, JP Morgan est fait de grands comptes, donc du coup, voilà, c'est des gens qui en général donnent des signaux un petit peu contradictoires en fonction de par rapport à ce qu'ils font, on va dire. Les frères Winklevoss qui ici virent 10% de leur staff à cause d'un marché des cryptos turbulents. Terra Luna, donc ça je ferai une vidéo bientôt dessus, le nouveau token qui prend 40% après un listing sur Binance. ADA qui est en pleine forme et qui prend 25%, et Solana qui hier a eu un bug. En fait, il y a eu deux blocs qui ont été produits en même temps mais qui n'avaient pas le même résultat, donc du coup ils ont été obligés d'arrêter la blockchain et de la faire repartir. Moi je suis plutôt long sur ce type de news sur Solana parce que j'aime bien longuer quand tout le monde short, donc voilà, du coup là j'ai ouvert un long sur Solana sur cette news là, en attendant bien sûr la fin de la correction. Alors ensuite on a fait un petit peu les news, on a fait on va dire une première vision technique du BTC. On pourrait aller voir ici le momentum. Alors il y a quelque chose que moi j'aime bien regarder quand on est un petit peu sur ici des zones de range. Alors là je suis bien sur le bon asset. Quand on est sur des zones de... Oui, là je suis super zoomé en fait, c'est pour ça. Tac, ok, hop. Donc on se remet en daily. Ici il y a des choses que moi j'aime bien regarder. C'est par exemple le parabolique SAR. Quand on est comme ça sur une phase de hausse et qu'il y a une correction, ici le parabolique SAR ne nous dit pas de vendre. Parfois le parabolique SAR se plante. Je vais essayer de vous trouver un exemple probant. Par exemple ici vous auriez fait un super bénéfice si vous aviez vendu à la deuxième bougie de buy quasiment, tu vois, vous voyez. Et donc du coup en fait ici si vous étiez rentré pile sur le point de buy, en fait vous auriez acheté le plus haut quasiment, vous auriez acheté là en haut de cette bougie, admettons, et en fait vous auriez vendu ici. Donc c'est un lagging indicator, c'est quelque chose qui est très puissant quand la tendance est très clair, mais pas forcément... voilà, c'est quelque chose qui marche bien quand vous jouez avec la tendance, mais un peu moins quand vous jouez contre-tendance. Là, en l'occurrence, faire du buy en ce moment, ça serait du contre-tendance, donc du coup, c'est quelque chose qui marche pas quand même super. Autre chose que j'utilise aussi pas mal pour essayer de voir bien les tendances, etc., c'est vous passer vos bougies en Ekinashi. Ekinashi, c'est la clôture et l'ouverture sont... le plus haut et le plus bas sont les mêmes, mais la clôture et l'ouverture sont pondérées par la moyenne de la veille, globalement. Ekin voulant dire moyenne et Hachi voulant dire le rythme. Donc vous avez des bougies qui ont des couleurs beaucoup plus rythmées. Là par exemple, vous voyez qu'on est bien dans le rouge. Ici vous auriez peut-être fait une première vente. Là vous auriez fait un deuxième short. Vous voyez qu'on a vraiment des bougies qui sont beaucoup plus harmonieuses en termes de tendance. Donc voilà, là ça revient un petit peu au parabolique SAR, à ce que je vous disais. C'est des indicateurs qui laguent un petit peu. Donc n'oubliez pas de vous remettre en bougie normale. C'est pas des indicateurs très bons pour vraiment faire de l'analyse technique, mais quand vous êtes dans une position, c'est quelque chose qui peut vous détendre un petit peu, voilà, au niveau de, un petit peu comme les moyennes mobiles, ce genre de choses qui sont en retard, mais ça vous permet, vous, de ne pas être trop en avance par rapport à la fin d'un mouvement ou quoi que ce soit. Ensuite, on va faire vite fait le sentiment.
Le sentiment, on va aller regarder rapidement les données d'Open Interest, pas forcément, ouais voilà, ça c'est pas forcément intéressant. Vous voyez Grayscale qui est toujours positionné à la vente. Liquidation 363 millions dans les 2 derniers jours. Ça s'est fait principalement sur du long, je pense. Oui, vous le voyez là ici, notamment OKEx qui a eu 88% de long. Et ça, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais vous montrer pourquoi. Et au final, en termes de valeur, c'est lui qui est en premier. Pourquoi c'est le cas? Tout simplement, quand vous allez voir ici l'Open Interest sur et là je vous ai déjà mis les niveaux intéressants. Là je suis en daily, on va se remettre en 5 minutes. Sur Coinalyze, vous allez voir l'Open Interest, vous allez remarquer un énorme point ici, là, une énorme position qui s'est ouverte. Si jamais vous allez analyser cette position, vous allez voir que cette position a été ouverte sur OKEx, puisque quand je décoche OKEx, ce point disparaît complètement. Donc ici il y a une très grosse position qui s'est pris une énorme baffe dans la tronche avec en gros ce dip là. C'est-à-dire que là on est venu liquider 100 millions d'un mec qui avait ouvert une position tout seul en gradient. Ici j'ai déjà mis les points pour aller plus vite parce que je pense que c'est un petit peu rébarbatif qu'à chaque fois je le fasse avec vous. Donc j'ai déjà mis les points à prendre. Vous savez, la méthode c'est quand j'ai l'augmentation ici de l'open interest, donc du nombre de contrats en circulation, plus une augmentation du funding, et bien là du coup j'ai tendance à rajouter des points en short. Et là en l'occurrence j'ai déjà enlevé tous les points précédents et j'ai déjà mis tous les nouveaux. En l'occurrence vous voyez que le dernier point que j'avais mis ici, on vient juste d'aller le chercher. Comment ça s'est passé ici sur l'open interest? On est sur, en termes de nombre de contrats, une augmentation du nombre de contrats, alors que le funding est en train de repasser long. Donc pour moi, on aura un niveau de long à prendre ici, à cet endroit-là, tac, et on va le mettre en rouge. Voilà. Et le prochain niveau de short auquel s'attaquer, ce sera les 30 700. Et ensuite, on aura un nouveau point de short à venir chercher autour des 32. Si jamais la tendance repasse haussière et que la journée aujourd'hui en bourse, et c'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure, est plutôt haussière, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on viendra probablement chercher les 32 000 $. Ici, on passe sur iBlock qui est plus ou moins une émulation des gros leviers avec des grosses positions avec des gros leviers. Voilà, c'est ça en gros sur les 5 derniers jours. Donc c'est un algorithme qui calcule ça, donc c'est admettons que la position se soit ouverte avec tel levier, etc. Qu'en serait-il sur les prix de liquidation à aller chercher, si ça veut bien charger. En attendant, on va aller faire un last sur notre ami Kingfisher. On revient ici donc sur iBlock, qui a un petit peu du mal. J'en profite pour vous dire de vous abonner si ce type de contenu vous plaît, etc. On va essayer aujourd'hui de faire une vidéo plutôt courte parce que ça va être vraiment un tour d'horizon sur Bitcoin et voilà, et son sentiment et son momentum. Donc en même temps, l'idée de la chaîne, c'est vraiment de faire de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale avec les news et la macro et de l'analyse de sentiments. Donc vraiment je vais essayer de relancer ici, peut-être même de faire un refresh parce que c'est vraiment long. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous pensez que ce type de contenu peut vous plaire tous les jours, etc. Et tous les jours je fais une quotidienne sur le Bitcoin, un petit peu sur ce type de principe là. Alors parfois c'est un petit peu plus long. Donc iBlock qui nous dit on a beaucoup plus de shorters là au-dessus de la tête dans les 5 derniers jours, on a 6 milliards à venir chercher, notamment sur ce gros dip là ici qu'on a fait hier soir. Eh bien ce dip a été très fortement shorté, vous le voyez ici, 20 millions, 100 millions de positions, etc. Donc là on va avoir du monde à venir chercher. Et également sur ce dernier petit dip qu'on a fait encore dessus, on a eu de l'ouverture de long et de l'ouverture de short. Mais en tout cas, comme on était en train de liquider ici tous les longs qui étaient en train de rentrer, bon ben on a eu des shorts qui sont ouverts en même temps. Est-ce que ces gens-là ont pris profit ou pas? On ne sait pas, mais là on serait plutôt sur un rebond qui pourrait venir chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 32 000 $. Sur Kingfisher, on nous dit plutôt que on a une énorme tour à venir prendre ici, une tour de liquidation, une poche de liquidité, plutôt autour des 29 000 $. Donc il faut ici se mettre en tête que potentiellement, à un moment donné, on viendra chercher cette tour-là, c'est-à-dire repasser sous les 29 000 $. Donc ça appelle un petit peu au range aussi. C'est ce qu'on peut voir également si on va voir les options, c'est-à-dire que tout simplement, pour ce vendredi, les options nous disent plutôt
Et mon copain, on va plutôt s'arrêter autour des 30 000, tout simplement parce que les vendeurs d'options font souffrir le maximum d'acheteurs de puts et de calls au niveau des 30 000 dollars pour vendredi. Donc demain, 9h, on aura intérêt à ce que le prix reste autour des 30 000 dollars. Alors il pourrait être à 30 500, probablement pas à 31. Et il pourrait être autour de 29 000, mais là vous voyez qu'il y a un gros strike de 2000 bitcoins. 25 000 bitcoins d'open interest, c'est pas énorme. Par contre, on a une énorme option ici, c'est une option semestrielle à 85 000 bitcoins d'open interest. Donc le nom total de contrat en jeu pour des bitcoins est de 85 000 bitcoins, qui a un max payment price lui à 34 000. Donc ça appellerait plutôt à dire que le 24 juin, on sera autour de 34 000 dollars pour le moment. Ce max payment price pourra évoluer, en tout cas celui de demain n'est pas censé évoluer. Donc pour l'instant, ça nous dit plutôt qu'on va latéraliser dans le coin, ou en tout cas, on a assez peu de chances de passer les 32 000 pour ce soir. Le carnet d'ordre rapidement, beaucoup plus d'ordre à l'achat ici qu'à la vente au-dessus, c'est-à-dire que un petit peu dans la même mesure que tout le monde a shorté ici cette descente, tout le monde a dit ah là on avait cru que ça montait, c'est le principe d'une machine à laver, hein. Oh, en fait on redescend, ici tout le monde s'est fait rincer, hein. Là on est sur l'essorage même, et du coup on a très peu de gens qui veulent vendre sur cette montée là, tout simplement parce que pour la plupart, ceux qui pensaient qu'il y avait une zone de valeur qui pouvait être vendue, ils l'ont fait sur la montée précédente. Ici on a encore, vous le voyez, un Bart Simpson, c'est-à-dire une coupe en brosse avec un mouvement qui fait à peu près l'équivalent que ce qu'il avait fait précédemment, hein. Vous le voyez, là on est en haut de ce mouvement, en bas de ce mouvement, donc on est vraiment en ce moment sur des marchés qui sont principalement drivés par les marchés en levier et les liquidations, et tout simplement ceux qui veulent acheter accumulent pendant ce temps-là et ils essayent d'accumuler les prix de vente forcés de certains autres. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour, tout à fait. Voilà. Sachez également que on a ici, et ça j'en ai parlé, je crois, un potentiel bear flag. Oui, j'en ai parlé, il me semble. On a un potentiel bear flag ici, donc en analyse technique, ça voudrait dire refaire ce mât à l'envers, reporter en haut du drapeau, c'est-à-dire descendre autour des 19 000 dollars. Donc on a des choses contradictoires, vous le comprenez. On a le parabolique SAR qui nous dit non, c'est pas une correction encore violente, continue ici. Alors là, bon, il faudrait ajuster un petit peu aussi les paramètres, hein, mais c'est pas une correction violente. Essaye de rester dans le train parce que potentiellement on va avoir un rebond ici. On a les marchés financiers et c'est de ça dont je voulais parler. Je me disais tiens, j'ai oublié un truc. Marché financier ici, vous le voyez, si on passe en 1 heure, ils ont fait un bon début de session. On va enlever le parabolique SAR pour y voir un petit peu mieux. Ils ont fait un bon début de session, on a ouvert sur un gap aussi, on est venu quasiment combler ce gap, et là ça fait 1 heure ou 2 qu'on est plutôt sur de la hausse. Est-ce qu'on va d'ici ce soir repasser les 156 par exemple sur Nasdaq et sur le SP500, est-ce qu'on va donner vie à ce W et réellement partir plus haut, ou alors est-ce qu'on va faire un M-top dans la journée, c'est-à-dire redescendre ici plus bas et potentiellement amener ici une plus grosse correction à ce rebond qui était de toute beauté ici, c'est-à-dire aller chercher par exemple le premier arrêt ou tout simplement la zone entre les 0,5 et les 0,618 par exemple. Je pense que c'est possible, on va voir. 17h40, ouais, on est en milieu de session sur Wall Street, donc on est un peu au moment où Wall Street trouve un petit peu son sens, on va dire, la direction de la journée. Pour l'instant, on est plutôt haussier, en tout cas, pour moi, ça semble plutôt haussier. C'est ce qui permet aussi à Bitcoin dans la dernière heure, là également, dans les 2 dernières heures, de reprendre un petit peu du poil de la bête. On va regarder vite fait, parce que j'ai voulu en parler hier, mais je ne l'ai pas fait finalement. La corrélation de Bitcoin en 1 heure avec le Nasdaq, et on va ici, on va prendre le SP500, tiens, ça va être plus simple, hop. Et vous voyez qu'en 1 heure, on commence à avoir des décorrélations, hein, alors que c'était quand même un peu moins le cas précédemment. Alors là, c'est pas flagrant, il faudrait peut-être que je me mette sur... hop, déjà on va bien voir le... Ouais, non, du coup, je peux pas. Hop, je vous mets le prix comme ça. Mais on commence à avoir des décorrélations fortes. Vous voyez que ici, elles étaient très temporaires et très petites. Et là, autour du 19-20 mai, on a eu des décorrélations assez fortes. Le 23 mai aussi, on commence... Alors, ça serait vraiment les prémices, mais on commence tout doucement à avoir des décorrélations. Si je vous le mets en daily...
Alors c'est pareil, hein, c'est des prémices, hein, mais vous voyez que ici, Bitcoin 26, 26, 29 mai. Alors j'avais vu des décorrélations un peu plus fortes autour du 19 mai. On va peut-être se mettre en 4 heures du coup, ce sera plus flagrant. Voilà, ici vous voyez 24 mai, des corrélations très fortes ici, sur quasiment du 24 au 29. On s'était assez fortement décorrélé du SP500 et ici en avril également. Et c'est pas des choses qu'on fait extrêmement souvent. Vous voyez qu'on l'avait pas fait ici depuis le 22 avril. On a été très 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 fortement corrélé vraiment tout le début du mois de mai. Et là, j'ai le sentiment qu'il se passe un truc un petit peu différent. C'est-à-dire que là, on avait une corrélation quasi parfaite. Et là, en ce moment, sur cette semaine, en tout cas, j'ai l'impression que sur la dernière semaine de mai, il y a des choses intéressantes qui sont passées et on a été moins corrélé. Alors là, vous voyez qu'on revient dans la corrélation, là. Un ratio de 0,73, c'est-à-dire fortement corrélé. Si on se met en daily, je pense qu'on va être encore plus corrélé. Oui, enfin ça c'est le ratio au jour même. Oui, non, j'ai pas la moyenne. Ouais, c'est ça. Ça me fait pas une moyenne. Ah oui, d'accord. Donc aujourd'hui, faible corrélation, mais en fait on n'a pas... Mais vous voyez à quel point on était corrélé ici en daily de début mars jusqu'au 21 mai, et là il n'y a plus rien. Depuis, plus de corrélation. Donc j'espère que ça va être le cas. J'espère qu'on va un petit peu se sortir de ce carcan de corrélation d'avec le S&P 500. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de le regarder au jour le jour pour tout simplement être le premier à en voir les prémices si jamais c'était dorénavant le cas. Donc potentiel décorrélation du S&P 500 qui voudrait dire que Bitcoin deviendrait un asset de diversification, qui voudrait dire que Bitcoin ne serait vu par certains comme une réserve de valeur ou tout simplement comme autre chose et ne serait plus vu comme une action technologique en devenir. Donc je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné où par exemple vers le 19 mai, je pense que les actions n'étaient pas encore en rebond. Si on était en rebond sur les actions, on a été en fort rebond sur les actions, en tout cas sur Nasdaq, on va aller voir sur S&P puisque c'est là-dessus qu'on regardait la corrélation. Oui, c'est ça, on était en rebond sur les actions, mais Bitcoin n'a pas rebondi, lui, de son côté. Alors, est-ce que ça sous-entend vraiment... Enfin, il a moins rebondi, en tout cas. Oui, il était plutôt à la descente, lui, en l'occurrence. Est-ce que ça veut dire des intérêts du Bitcoin pour aller sur les actions, c'est-à-dire tout simplement je prends mon argent qui était sur Bitcoin pour aller sur les actions, ou est-ce que ça veut dire la décorrélation, de toute façon, quel que soit le sens, elle va se faire d'abord progressivement et puis après elle va se faire d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, il y aura un dip sur l'un ou sur l'autre, ça va être d'abord graduel et puis ensuite ça va se faire vraiment violemment. Que ça soit à la hausse ou à la baisse, ça n'est pas vraiment ce qui est intéressant de voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça se décorrèle. C'est-à-dire que ici, malgré une hausse des actions tech, Bitcoin a continué de baisser. Et à l'inverse, alors c'est peut-être dû à Luna, je sais plus quand est-ce que c'était exactement le dip de Luna. Non, bah c'était le dip de Luna, c'était plutôt vers le 10-11 mai, donc c'était une semaine avant. Bon, alors je voulais pas faire une vidéo trop longue cette fois-ci, j'ai réussi à speeder, donc je vais pas parler pendant 3/4 d'heure. On en reparlera peut-être demain, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de voir cette décorrélation du Bitcoin du S&P 500, et donc je voulais vous en faire part. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comprenez bien ici que en termes de momentum, c'est pas exceptionnel ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ça appellerait plutôt à une latéralisation. En termes d'options, c'est pas exceptionnel. En termes de sentiment, on commence à avoir des choses qui pourraient pointer vers un rebond technique, sincèrement, puisque on a vraiment pas mal de shorts qui s'accumulent, etc. Personnellement, je préférerais presque qu'on reste dans la zone pendant encore un petit moment et qu'on surprenne tout le monde, par exemple en juillet-août, en faisant un rebond technique de folie. C'était un petit peu ce qu'on avait fait, je crois, en 2019 ou 2020, je me rappelle plus si c'était... Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, on était décembre 2019, janvier... Hop, excusez-moi... Oui, voilà, on avait fait un énorme Bart Simpson ici, où on était... Je vais essayer de zoomer pour vous montrer... C'est ça, je me souviens bien qu'il y avait quelque chose en août.
Ici, vous voyez, on était vraiment sur une période de latéralisation jusqu'à juillet, et on avait surpris tout le monde en démontant tout en août, et puis ensuite on était venu se garer exactement au même endroit en septembre. Voilà, ça pourrait être une config intéressante pour ce rebond, c'est-à-dire que là, à l'inverse, vous voyez que là on est plutôt en train de diminuer, on a rangé là, donc si on prend l'action de prix maintenant, et que d'un coup on fasse vraiment quelque chose comme ça, c'est-à-dire venir chercher les liquidations qu'on aura entre 38 et 43 000 $ à venir chercher. Et pour ma part, on pourrait peut-être même monter au 52. Alors que ça se fasse en août ou pas, c'est pas la question. Et ça pourrait se faire maintenant, c'est juste que c'est un peu moins ce que je vois se profiler potentiellement maintenant, mais ça pourrait très bien se passer comme ça, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on aurait une latéralisation pendant encore un moment pour accumuler du short et du long au-dessus, et là on viendrait chercher un point assez important pour faire vraiment cette espèce de crête en haut et rester un petit peu dans cette zone de valeur, et puis ensuite redescendre et revenir à la case départ, voire plus bas, ok ? Pour moi, sincèrement, j'aimerais bien qu'on traite, c'est pas forcément quelque chose qu'on est obligé de faire, mais j'aimerais bien qu'on traite ici, cette zone-là. Sinon, on va avoir des chances, c'est un petit peu comme un gap, on va avoir des chances d'y revenir. Là, ça nous permettrait vraiment de traiter pas mal de choses qui risquent d'être embêtantes, voilà, pour la suite. Maintenant qu'on est là, autant aller au 20, voire au 12. Parce que maintenant qu'on en est là, de toute façon, c'est des formidables opportunités pour recharger. Donc du coup, autant qu'on parte là-dessus pour moi. Si jamais vous avez regardé, enfin, autant qu'on parte là-dessus, non. Si là, mon portefeuille, il est prêt, si ça part comme ça, et j'en suis très content, et je pourrais DCA légèrement aussi sur la montée ou sur les corrections. Mais pour le futur de Bitcoin à très long terme, sans être sur quelque chose de vraiment spéculatif, etc., j'aimerais autant qu'on vienne traiter ces petits problèmes ici de volume profile qui, moi, sont très importants pour moi, voilà, qui sont vraiment des zones où, du coup, ça permettrait de construire quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications, et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. Si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire, j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con. Est-ce que vous êtes plutôt bear actuellement, pour une fois, ça sera une question sur Bitcoin, ou est-ce que vous êtes plutôt bull, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est haussier actuellement sur Bitcoin. Ça sera un petit sondage du coup qui m'intéresse pour voir où vous en êtes vous psychologiquement sur cette histoire-là. Encore une fois, on est toujours dans une même logique de machine à laver que ce qu'on a fait cet été, donc rien de, enfin voilà, c'est comme ça, il faut se faire essorer, il faut prendre le temps, et puis le nombre de programmes que ça devra durer, ça durera, mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans la bonne machine à laver, c'est-à-dire qu'en termes de sectorisation, vous êtes au bon endroit. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, merci de m'avoir suivi, et à bientôt, salut.